J'ai l'honneur de passer la parole à Katarzyna Kapustas de Thales, qui va nous présenter une boîte à outils pour la sécurité de l'intelligence artificielle. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Je suis Katarzyna. En effet, je travaille chez Thales dans un laboratoire de recherche à Mont. On est le laboratoire Theresis. Voilà, on est situé à Palaiseau et on fait de l'innovation pour le groupe Thales, mais pas que. On est participant de plusieurs projets collaboratifs européens. On est présent dans des groupes de standardisation et aussi on fait de la recherche. Alors, on voit les thèmes qu'on aborde au laboratoire. On fait maintenant beaucoup d'IA. On a une grande équipe Data Science et une autre équipe Artificial Intelligence. Je suis dans l'équipe cybersécurité et avec mes collègues, je travaille sur les problèmes de sécurité liés à l'IA. Alors, ce matin, on a déjà pu voir quelques problèmes qui peuvent arriver à nos IA. Ici, en fait, sur cette planche, je présente d'autres. En fait, depuis maintenant 3 années, on travaille sur les problèmes qui vont être intrinsèques à l'IA, des problèmes qui vont être propres à l'IA. Quand je dis l'IA, on pense surtout au machine learning, apprentissage automatique. Alors, ce qu'on peut avoir, c'est toute une catégorie d'attaques qui va viser à faire le modèle ne fonctionne pas comme il devrait. C'est ce qu'on a vu ce matin. Là, on a des attaques où on va empoisonner des données et ensuite le modèle va apprendre sur des fausses données, alors il ne va pas se comporter comme on voudrait. On a des attaques où on va manipuler que les entrées vers le modèle, c'est des attaques par évasion, c'est ce que Mathis a présenté ce matin. Mais on, voilà, c'est les deux grosses catégories qu'on peut trouver. On a des attaques qui vont être propres aux LLM, mais qui finalement marchent de la même façon. On modifie la requête vers le LLM pour le tromper. Une deuxième grosse catégorie d'attaques, c'est tout ce qui est l'attaque sur la propriété intellectuelle. On va vouloir voler les modèles ou les données qui peuvent être précieuses. Et une troisième catégorie, c'est tout ce qui est on appelle ça breach of confidentiality. On va s'attaquer aux informations privées. On va vouloir extraire des informations privées à partir de nos modèles. Tous ces attaques, on peut faire en plusieurs, on dit boîtes, à partir de la boîte blanche, en passant par la grise et en allant vers ce qu'on appelle du no box. Alors, qu'est-ce que c'est en fait, ces catégories d'attaques? Alors, en boîte blanche, on a accès à tout. Ben, on a le modèle, on peut faire ce qu'on veut avec pour ensuite l'attaquer. En boîte noire, ce qui se passe, c'est que notre modèle, il est en boîte noire, il est enfermé. On voit pas ses paramètres, mais on peut faire des requêtes et on voit les sorties du modèle. Comme ça, on peut préparer notre attaque. Et la troisième catégorie, elle est assez intéressante parce que on la voit moins souvent ailleurs. C'est on n'a pas accès au modèle, il n'est même pas en boîte noire. On sait qu'il est quelque part mais on ne peut pas avoir ses sorties. Imaginons par exemple un système de surveillance, il y a une caméra, il y a le modèle qui est dedans, mais on veut s'attaquer à ce système, mais on voit pas les sorties du modèle qui est dans la caméra. Alors on peut seulement manipuler l'entrée, mais on ne va pas savoir si notre attaque, elle a marché ou pas, tant qu'on ne va pas la tester. Voilà. Évidemment, le plus on sait à propos du modèle, le plus facile, c'est de l'attaquer. Aussi, bah, on peut se demander comment on attaque si on n'a pas accès au modèle directement dans le cadre de nos box. On va voir ça tout à l'heure. Ce qui se passe, c'est pour l'IA, on a des propriétés de transférabilité. Alors, on peut attaquer un modèle
Et si on s'est attaqué à un modèle, on peut supposer que l'attaque qu'on a faite peut marcher sur d'autres modèles. Comme ça, on peut attaquer des systèmes auxquels on n'a pas vraiment accès. Alors, est-ce qu'on a des contre-mesures? Oui. Alors, pour chaque type d'attaque, on a des contre-mesures, même si elles ne sont pas encore parfaites, parce que ça reste beaucoup dans le monde de la recherche. On a des contre-mesures qui peuvent être classiques. Par exemple, pour l'empoisonnement de données, il faut s'assurer que toutes les données qu'on utilise pour l'entraînement de notre modèle viennent de sources sûres. Mais on a aussi des contre-mesures qui vont être vraiment propres à ce type d'attaque sur l'IA. Par exemple, on va voir le modèle watermarking. On a aussi des contre-mesures assez avancées où on va utiliser de la cryptographie pour sécuriser nos IA. Alors, deux types de contre-mesures qu'on peut trouver dans la littérature. Ben, on a des contre-mesures où on va améliorer le modèle et, par exemple, on va le réentraîner. On a aussi des contre-mesures, on dit modèle agnostique, ben, on va par exemple ajouter des filtres avant le modèle. Évidemment, la deuxième est plus facile à mettre en place. Alors, avant de passer aux démos, dans le titre de la présentation, on a mis Battlebox et Friendly Hackers. Alors, on peut se dire, c'est quoi? Friendly Hackers, c'est notre initiative interne chez Thales, justement pour développer de l'expertise et des outils autour de la sécurité de l'IA. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on voit, on n'a pas assez d'experts dans les deux domaines, qui connaissent les deux domaines, l'IA et la cybersécurité. On n'a pas encore les outils. Alors, depuis 3 ans, on travaille pour créer un portfolio en interne d'attaque et défense sur l'IA. Et on espère qu'il sera utilisé par les Red Team pour évaluer la robustesse de l'IA et par les Blue Team pour mieux se défendre contre les attaques. Alors, même si c'est en interne, on a des éléments qui sont publiés, alors disponibles en open source. Aussi, on est participant du programme français confiance.ai, où on développe des outils justement pour une IA de confiance. Alors, l'IA de confiance, c'est pas que l'IA sécurisée, c'est bien plus que ça. Mais pour le volet sécurité, on travaille dessus et on met à disposition quelques briques aussi pour les partenaires du programme. Alors, passons aux démonstrations. Je vais commencer par les attaques adverses qui ont été déjà très bien introduites par Mathis ce matin. Alors ça va être un complément. Je vais pas rentrer dans les détails comment ça marche. Il faut savoir seulement que ici, on ne touche pas au modèle, on ne touche pas aux données d'entraînement. On va seulement modifier les requêtes vers le modèle. Alors, quand on a démarré nos travaux, on a démarré avec ce qu'on voit à gauche, c'est une démonstration d'attaque sur le modèle de Google, le Google Inception, qui classifie des images. Et ce qu'on voit à gauche, c'est l'image sans attaque, à droite, une image qui contient une attaque. Et ce qu'on voit qu'en modifiant l'image, en ajoutant une sorte de perturbation, c'est du bruit, mais un bruit spécial, on arrive à tromper le modèle. Par exemple, qui voit un char au lieu pardon, qui voit une ambulance au lieu d'un char. Alors, ce bruit, il est un peu exagéré pour avoir la démo. Ça peut être du bruit qui est inséré même quelque part dans l'image, pas nécessairement sur le char. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à tromper ce modèle, même après que Google l'améliore. En fait, on a des défenses contre les attaques adverses. C'est possible de robustifier le modèle, mais le problème, c'est que c'est pas parfait. Alors, une des défenses qui est utilisée, ça s'appelle l'adversarial training. En
En fait, on va préparer notre modèle pendant la phase d'apprentissage à ce type d'attaque en lui montrant les attaques. Comme ça, il est préparé, il ne va pas se tromper. Ça marche, mais c'est pas parfait. En fait, on arrive quand même à bypasser ces sécurités. Les défenses, disons, plus actuelles, qui maintenant visent à faire une sorte de filtering des requêtes. En fait, on enlève les perturbations des images qui sont dans les requêtes vers le modèle. Sur ce qu'on voit à droite, c'est une attaque, on dit par patch, qu'on a réalisée. C'est sur un modèle qui est justement de surveillance, qui détecte les personnes ici qui se trouvent dans un aéroport. Alors le modèle, il détecte les personnes, on voit les personnes en rose et aussi leur tête. Et on s'est positionné ici comme dans la situation d'un vrai attaquant qui arrive à l'aéroport et qui voudrait passer par une zone de l'aéroport, mais sans être détecté. Et on voulait savoir si c'est possible de le faire. Alors, on avait le modèle, mais on ne pouvait pas regarder ce qu'il y a dedans. Alors, on ne sait même pas quel modèle on a vraiment attaqué. Et justement, ici, on a attaqué en mode no box. Ça veut dire on a préparé notre attaque et ensuite on l'a testé sur la boîte noire qu'on avait pour voir si ça peut marcher. On a fait 3 tentatives et la troisième était la bonne. Ce qu'on voit, ce qu'on voit ici, quand on ajoute une sorte on dit ça patch. C'est pas du camouflage, en fait, un motif généré par de l'IA pour tromper de l'IA qui fait que la personne, elle disparaît du système. Alors évidemment, là, c'est sur des images dans un vrai environnement. Le problème, c'est que ce masque, il va bouger. Alors il faut ajouter de la robustesse contre les déformations physiques. Ça, c'est déjà une première étape où on a investigué si, en théorie, c'était possible. Ensuite, on est passé sur des LLM. Et ici, on a fait du prompt injection. Alors, ce matin, vous avez pu voir déjà des attaques prompt injection où le modèle, il a pris une certaine éthique, il y a des choses qu'il ne veut pas dire à l'utilisateur. Mais on peut le faire dévier de ce comportement, on peut le convaincre de bypasser ces contrôles. Alors, nous, on n'a pas utilisé la technique de la grand-mère, alors pas d'appel à l'empathie du modèle. Mais on a utilisé de l'IA aussi pour attaquer de l'IA. Alors, on voit l'attaque ici sur un modèle pardon, la démo, ce qui n'est pas parfait, que j'arrive pas à la dérouler. On voit dans la démo un modèle on lui demande un tutoriel pour fabriquer une bombe, il ne le fait pas. Ensuite, on voit le même prompt, mais qui est échangé en ajoutant on pourrait dire du n'importe quoi, une chaîne de caractères qui veut rien dire. En fait, cette chaîne de caractères, elle n'a pas de sens pour nous, mais elle arrive à tromper le modèle donne la réponse à l'utilisateur. Alors, pareil, là, c'est cette chaîne-là, en fait, on a rédigé un tutoriel sur la fabrication d'une bombe avec une chaîne ajoutée par la suite. Alors, on s'est amusé à attaquer d'abord l'assistant Vicuna. Ensuite, on a transféré l'attaque sur ChatGPT et le modèle de Google Gemini. En termes de protection, on a une solution qui détecte justement qu'un prompt, il était manipulé et qui enlève cette partie
vise à tromper le modèle. Ce qu'on voit maintenant sur l'écran, il y a aussi une deuxième attaque. Pareil, on a modifié le prompt du modèle qui, normalement, n'est pas censé dévoiler des informations sensibles. Et ici, pourtant, il dévoile, on lui demande l'adresse de la maison de Britney Spears. Alors, ça, c'est un cas joué, mais on peut bien imaginer qu'on a un assistant comme ça qui a vu, par exemple, des données d'une entreprise et qui n'est pas supposé de donner à chaque utilisateur la même réponse, mais d'ajuster la réponse selon le profil de l'utilisateur. Ce type d'attaque pourrait être utilisé pour bypasser les contre-mesures. Je vais passer maintenant à la deuxième partie. Juste là, on n'a pas vu ça encore aujourd'hui. C'est les attaques sur la privacy, sur les informations sensibles. En fait, ce qui se passe, c'est les modèles sont appris sur des données. Ils voient les données et ensuite, en regardant les modèles, mais on arrive à déduire des informations sur les données d'apprentissage que le modèle a vues. Comme ça, un attaquant, il peut s'amuser à extraire de l'information sur le dataset d'apprentissage. Alors, une attaque très classique qui s'appelle Membership Inference. L'attaquant, il a une donnée et il voudrait savoir si le modèle, si cette donnée-là était ou non dans le dataset d'apprentissage du modèle. Bon, ça, c'est pas encore reconstruire la donnée, mais ça peut donner une information à l'attaquant. Euh, on a ce qu'on voit sur le slide, l'année dernière, on a participé au challenge qui était organisé par la DGA dans le cadre de la conférence CAID, où justement il y avait deux challenges, deux tâches à résoudre, les deux qui portaient sur des attaques sur la privacy des données d'apprentissage. Il y a la première tâche, bon, c'était une tâche classique, justement, faire de l'attaque membership inference sur un modèle donné. La deuxième tâche, elle était un peu plus originale. Ici, on nous a demandé d'attaquer un modèle qui a subi une procédure d'unlearning. En fait, c'est quoi l'unlearning? Learning, c'est on a un modèle, il a vu déjà des informations sensibles. Par exemple, il a été appris sur des données privées telles que des avions civils et militaires. Et ensuite, ce modèle, on voudrait le partager avec quelqu'un. Mais on craint que, vu qu'il a vu déjà des données sensibles, il pourrait fuiter de l'information. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire justement du unlearning. On va essayer d'effacer les informations sensibles avant de partager le modèle. Alors, on pourrait se dire pourquoi s'amuser à effacer les informations. On peut apprendre seulement sur des données non sensibles. Mais c'est pas si facile que ça, parce qu'une fois qu'on apprend que sur des données non sensibles, le modèle va pas avoir les mêmes performances. C'est pour ça on a besoin des données sensibles. En même temps, ça nous pose un problème. Et ici, la tâche justement proposée à cette compétition l'année dernière, c'était on nous donne le modèle qui a vu qui était nettoyé de toute information sensible, au moins en théorie. Et la question, c'était est-ce que vous arrivez quand même à trouver des informations sur les données sensibles? Alors, et bon, la réponse, c'est on a réussi. L'équipe a gagné le premier prix l'année dernière. D'habitude, je ne présente pas les détails, mais vu qu'on a le temps, je vais présenter les détails du challenge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on avait un modèle qui était appris, comme on le voit ici, sur des données sensibles. Il y avait 30 classes sensibles et 11 classes non, pardon,
30 classes non sensibles et 11 classes sensibles. Ce modèle, il a été appris sur ces données-là. Du coup, il a retenu les deux informations. Et ensuite, pendant la deuxième phase, le modèle il a été réappris que sur des données non sensibles, dans l'idée de d'effacer l'information sur le dataset sensible d'avant. Alors, normalement, il ne voyait plus les informations sensibles et là, déjà nous a fourni le modèle final qui était nettoyé d'informations sensibles et un dataset qui contenait les classes sensibles mélangées avec des classes quelconques. quelconques. Et le but du jeu était dans le dataset avec plein de classes sensibles et des classes qu'on ne connaissait pas, de retrouver les sensibles. Alors, il n'y a pas d'état de l'art sur ça, c'est pour ça qu'il fallait trouver une solution. Ce qu'on a fait, c'est on avait accès aux données non sensibles. On a entraîné plusieurs modèles, on appelle ça des modèles shadow, qui mimiquaient le modèle final. Et ensuite, on a fait l'analyse de ces modèles en les comparant avec le modèle qu'on devait attaquer en partant du principe que le modèle qu'on attaque, il a vu les données sensibles, les données non sensibles. Alors pour les données sensibles, son comportement va être légèrement différent que pour des modèles qui ont vu que des données non sensibles. Ça, c'était la logique. Et comme ça, on a réussi à remporter le challenge. Cette année, on est dans la course aussi. Il y a un autre challenge, cette fois-ci, sur les deepfakes. Alors, le but de jeu, maintenant, c'est de reconnaître des images qui ont été créées par de l'IA. Les attaques, c'est toujours impressionnant, mais un peu sur les défenses. On pourrait se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger contre ce type d'attaque? On va vouloir sortir des informations sensibles. Alors, on a le unlearning, ça c'est nouveau comme technique, c'est ce que je viens de présenter. Mais on a d'autres solutions aussi. Parce qu'en fait, souvent, quand on parle de l'IA, même ce qui se passe, c'est on veut faire de l'IA, mais les données sont sensibles et en plus, souvent, les données sont distribuées. Et ce qui se passe, c'est pour avoir un bon modèle, il faudrait les centraliser, mais on ne peut pas parce que les données sont un peu partout et pour des raisons ou de confidentialité ou de protection de vie privée, on n'arrive pas à le faire. En fait, si on parle de rassembler des données qui sont distribuées entre plusieurs partenaires, on n'arrive presque jamais à centraliser. C'est pour ça qu'on regarde des techniques qui permettent justement de faire de l'apprentissage sans vraiment partager les données. Alors ici, il y a des solutions. On peut par exemple générer des données synthétiques à partir des datasets privés et ensuite les utiliser pour de l'apprentissage. On a aussi toute une piste de recherche autour de l'apprentissage qui va mixer l'apprentissage avec de la cryptographie. Alors, c'est pas encore possible de faire de l'apprentissage sur des données chiffrées. C'est vraiment trop coûteux. L'inférence sur des données chiffrées, ça commence à être possible. Ce qui est le plus réaliste et le plus utilisé en ce moment, c'est qu'une fois qu'on a des données distribuées, mais on ne peut pas les centraliser, ce qu'on va faire, c'est on va apprendre des modèles en local et ensuite, pour créer un modèle qui rassemblerait les connaissances de tous les modèles en local, on va faire on appelle ça l'apprentissage collaboratif. On va rassembler les informations à propos des modèles en local et construire un meilleur modèle global qui n'a jamais directement vu les modèles en local. Ce qu'on voit un peu sur l'architecture ici,
les modèles individuels ne sortent jamais du client. C'est le serveur central qui rassemble les informations à propos des modèles local. On peut améliorer cette technique avec du chiffrement homomorphe. En fait, on va chiffrer les informations qui vont venir de chez des clients vers le serveur pour une couche de confidentialité en plus. Donc ça, c'est ce que je présente. On a un framework comme ça chez Theresis qu'on a testé sur des cas d'usage très sensibles, ben, comme les cas d'usage militaire, et qui a permis de faire de l'apprentissage, d'avoir des très bons résultats en termes d'accuracy à la fin, et tout ça sans jamais échanger les données. La dernière partie, on travaille sur la protection de l'IP dans le contexte de l'IA. Alors, c'est un sujet qui est montant, mais pas très souvent mentionné. L'IA c'est pas facile de construire un bon modèle. Déjà, on a le problème des données qu'on essaie de résoudre. Ensuite, on a le problème, il faut des spécialistes, et on a le temps et les ressources qui sont nécessaires. Et ce qui se passe, c'est que finalement, souvent, on va utiliser des modèles que quelqu'un d'autre l'a fait. Par exemple, pour les LLM, c'est presque toujours le cas. On ne va pas construire nos propres LLM. Alors, on peut avoir une crainte que une fois qu'on a créé notre modèle, on l'a partagé, quelqu'un d'autre va prendre le modèle et dire que c'est le sien, l'utiliser, le monétiser. Et notre effort, il est disons, presque perdu. Alors, on a des solutions, par exemple, comme le copyright, ça s'appelle les digital rights management un peu classiques, qui peuvent s'appliquer à l'IA, mais pas facilement. Pour le moment, c'est pas très pratique de protéger l'IA avec des solutions standards. C'est pour ça qu'il y a des solutions qui sont proposées qui vont vraiment être dédiées que à la protection des modèles d'IA. Et là, entre autres, on a le watermarking des modèles. Alors, le watermarking des modèles, c'est inspiré du watermarking des multimédias qu'on connaît. Ici, on va vouloir insérer un watermark dans un modèle pour pouvoir ensuite détecter que c'est bien notre modèle pour pouvoir trouver l'information à propos du propriétaire pardon, du modèle. On a deux types de watermarking. Alors, on a le watermarking en mode boîte blanche, white box. Ici, c'est la première technique qui a été proposée dans l'état d'art. On prend un modèle, on va insérer un changement dans ses paramètres, un changement qui va rester secret. Et une fois qu'on voudra vérifier le modèle, on va regarder le modèle et essayer de retrouver le changement qui a été inséré. Alors, ça peut marcher, mais le problème, c'est déjà qu'il faut avoir accès au modèle. Et dans le cas où le modèle il a été volé, ça peut être difficile. Alors, c'est pour ça qu'on a la deuxième solution, c'est le watermarking au mode boîte noire, black box. Ici, on va insérer un comportement anormal dans notre modèle qui va être connu que à nous, une sorte de porte dérobée qu'on va utiliser dans le cas où on aura un doute sur est-ce que c'est notre modèle ou pas. Alors l'exemple, on voit avec une image d'un avion, on apprend le modèle que si l'image de l'avion, on ajoute le test sur l'image, cette image-là va être classifiée en tant que la voiture. C'est une erreur, c'est pas un comportement habituel qu'on pourrait essayer de ressortir comme preuve de propriété.
Après, évidemment, on peut se dire ça, c'est pas suffisant comme preuve de propriété parce que ça pointe pas vers le propriétaire du modèle. C'est pour ça, ça c'est une technique. Ensuite, on a besoin d'un protocole et de robustifier cette technique. Mais ça donne déjà une idée de comment ça marche. Alors, ici, encore une démo, justement, on est assez actif sur le sujet du watermarking. On est notamment présent, par exemple, dans le groupe d'ETSI de standardisation. On, on travaille sur les futurs standards, justement, de la sécurité de l'IA. Et on travaille sur des composants qui est de watermarking. Là, exemple avec un modèle qui fait de la segmentation, qui retrouve les quais dans les images. Alors là, on voit, ben, il se comporte comme il faut, il retrouve les quais sur les rivières. Et on va voir que à gauche, c'est les entrées. Une fois que le modèle, il voit en entrée cette image à gauche qui a été un peu modifiée, on voit des cadenas bleus. Au lieu de trouver les quais, bah, il sort le logo Thales. Alors, on a inséré exprès ce comportement pour pouvoir marquer notre modèle. Et c'est un changement qui va, c'est un changement qui va résister même si on réentraîne le modèle sur d'autres données. C'est le but de jeu, c'est aussi l'attaquant qui récupère notre modèle, il n'arrive pas à effacer ce marquage. Alors ça, entre autres, c'est un des composants qu'on met à disposition dans le programme Confiance AI, où on est présent depuis 2 ans. Là, on voit des résultats où on a appliqué justement du watermarking sur un cas d'usage de Renault, qui est partenaire de Confiance. Là, c'est sûr, on a marqué un réseau qui fait de la classification dans la classification des soudures. Pardon. Voilà, alors n'hésitez pas, on cherche toujours des stagiaires, des doctorants. Alors si vous êtes intéressés, vous avez mon mail et si vous avez des questions, évidemment, je suis là pour y répondre. Bien, on va prendre des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?